7. Blair prélevait du sang sur les 3 chiens en bonne santé qui restaient encore dans le chenil. Il avait déjà procédé aux examens de ceux qui se trouvaient dans l'infirmerie. Non loin de là, Clark distribuait le repas du soir. Le chenil semblait vide avec ses 3 seuls occupants, et la mélancolie du dresseur de chiens était évidente. Le visage de Blair révélait des pensées conflictuelles depuis qu'il avait pénétré dans le chenil. Quelque chose le troublait depuis un bon moment. « Dis-moi, Clark, avais-tu remarqué quelque chose de bizarre chez le chien norvégien? Je sais que c'est une imitation parfaite d'un vrai chien, mais n'y a-t-il pas eu en lui un élément qui aurait pu piquer ta curiosité, un petit indice ?» Clark finit de distribuer la nourriture et s'essuya les mains tout en réfléchissant à la question du biologiste. Les 3 survivants s'agglutinèrent autour de l'horloge et se bagarrèrent pour occuper la meilleure place avec leur fougue habituelle. L'absence de leur compagnon ne les gênait apparemment pas. Non, à part qu'il a récupéré très vite. La nuit où je l'ai trouvé dans la salle de jeu, il avait déjà ôté son pansement. Je le lui ai remis avant de le conduire au chenil et j'ai remarqué que la blessure cicatrisait vraiment bien, mais sans penser que c'était extraordinaire. Pas à ce moment-là, du moins. Blair se fit brusquement attentif. « Tu dis que tu l'as trouvé dans la salle de jeu cette nuit-là » Le dresseur de chiens s'approcha de l'orge et gratta les oreilles de l'un des chiens affectueusement. « Oui. Que faisait-il là-bas ? Après l'avoir soigné, j'ai pensé qu'il devait se reposer un moment. Même en bonne santé, cela aurait pu le traumatiser d'être mis directement au chenil. J'ai quitté la pièce quelques instants et lorsque je suis revenu, il était parti. » Où était-il donc ? Le biologiste s'exprimait drôlement, comme si chaque mot demandait un effort de sa part. Où était-il allé ? Clark haussa les épaules. Bon Dieu, j'en sais rien. Je l'ai cherché quelques minutes à droite et à gauche sans le trouver. Je me suis dit qu'il se débrouillait tout seul. Il ne pouvait pas sortir et Knowles garde la nourriture sous clé. Aussi, je ne me suis pas tracassé pour lui. Blair hésita un instant et demanda. Tu veux dire qu'il n'a pénétré dans le chenil que tard cette nuit-là ? Quelque chose dans l'expression du biologiste rendit Clark mal à l'aise. Oui, c'est ça. Blair apparemment avait oublié ses instruments, ses tests et les 2 petits fioles pleines du sang frais des chiens. Il avait apparemment tout oublié sauf Clark. Combien de temps es-tu resté avec le chien, tout seul ? Ah, il était grièvement blessé. La balle avait touché l'artère à la hanche. Je ne peux dire combien de temps exactement. 1 heure, 1 heure et demie. Blair continua à le regarder les yeux ronds. Pourquoi donc me fixes-tu ainsi ? Pour rien, marmonna le biologiste. Pour rien du tout. Il sortit du chenil. Après qu'il eut disparu dans le corridor, Clark, stupéfait, revint à ses bêtes et secoua la tête. Qu'est-ce qui a bien pu lui passer par la tête ? Blair finit par apercevoir le directeur de la station dans le couloir, près de l'entrée principale sud. Il se hâta de rejoindre Gary qui se dirigeait vers la salle des transmissions. Le visage du biologiste était pâle et soucieux. « Je dois te dire, dit-il d'un ton pressant, que tout le temps où le chien s'est baladé dans la station livré à lui-même, il a pu contaminer quelqu'un, et je ne parle pas seulement des chiens. Y a un malade ? Non, non, je ne parle pas de ce genre d'infection, tu sais foutrement bien de quoi je parle. Gary s'arrêta à l'entrée de la salle de transmission. Pour une fois, tout était à sa place, y compris l'opérateur. Tu as réussi ? Sanders haussa les épaules et regarda les 2 hommes dans le couloir. Rien de la station McMurdo. Si, c'est ce que tu veux savoir. J'ai capté pendant quelques secondes une station argentine disco. Gary s'efforça de cacher son désappointement. Bon, continue de t'y coller. Je veux que tu essayes sans relâche. Demande à Cooper de te donner un dopant si tu en as besoin. Il faut à tout prix que nous recevions une aide extérieure. Non, non, s'écria Blair tout à coup alarmé. On ne peut faire venir personne. Ce chien s'est promené dans toute la base. Gary fronça les sourcils. Tu as dit toi-même que tu ne comprenais pas ce qui s'était passé, qu'il te fallait un meilleur équipement et des avis expérimentés. Nous devons faire venir des spécialistes ici. Pas d'enquête personnelle, mais... Je me fous de tout ça, hurla Blair. Je suis en train de te dire que nous ne pouvons... Bennings arriva et interrompit la discussion. Tout en parlant, il montra une grande carte complexe plastifiée, remplie de symboles météorologiques griffonnés à la hâte. Le continent était couvert de flèches, de X et de données en millibars. Qu'as-tu décidé ? Demanda Gary.
On pourra partir demain, répondit Bennings. Mais ensuite, une vilaine tempête venue du nord-est risque de nous tomber sur le rable. C'est l'hiver, après tout. Il est possible qu'on soit bloqué plusieurs jours d'affilée. Espèce d'idiot! Une voix nouvelle se joignit à eux, accompagnée par une bouffée d'air glacial au moment où la porte, au bout du corridor, s'ouvrit et où Fox entra d'un pas lourd dans le hall. La découverte du siècle, des articles dans tous les journaux, peut-être même un Nobel. Il jeta un regard accusateur par-dessus son épaule. Tout cela foutu en l'air à cause d'un instant de panique. Gary regarda derrière Fox. Childs enlevait ses gros gants. Il avait déjà rangé le chalumeau. Macready et Copper le suivaient. Le pilote remarqua que Gary le fixait et lui fit un signe de tête. « Tu en es sûr ?» Macready déboutonna son manteau. « Il n'y a plus rien que de la cendre, chef. Pas grand-chose. » Gary approuva d'un geste. Blair lui secoua le bras. « Écoute-moi, Gary, je t'en prie, tu dois... » Mais le directeur s'adressa à Macready. « Si le temps s'éclaircit suffisamment avant que Sanders n'arrive à contacter quelqu'un, je t'enverrai avec le docteur à McMurdo. »« Non !» s'écria Blair horrifié. « Tu ne dois laisser personne quitter la base !»« Je n'irai nulle part par un vent de plus de 40 nœuds, Gary, qu'il fasse clair ou pas, et surtout pas jusqu'à McMurdo. »« Bien sûr que tu iras, Macready. » Blair s'interposa et essaya désespérément de capter l'attention de Gary. « Tu ne comprends donc pas? Est-ce que tout ce que j'ai dit hier ne sert à rien? Cette chose a pris possession d'un chien parce qu'elle devait le faire, parce qu'elle ne pouvait rien faire d'autre à ce moment-là. Elle ne voulait pas devenir un chien. » Gary se tourna vers lui et perdit légèrement son self-control. « Ça suffit, Blair. Tu as déjà rendu tout le monde à moitié hystérique par ici. Pourquoi ne boucles-tu pas ta gueule un moment ? Je me rappelle très bien ce que tu as dit, et je crois comprendre toutes les implications que cela comporte aussi bien que les autres. Mais je dirige la station et c'est moi qui dois rendre les décisions pénibles, et je décide que nous avons besoin d'un expert pour nous aider, et que le plus tôt sera le mieux. Je regrette que cela ne cadre pas avec tes théories personnelles, mais garde-toi d'oublier que je dois faire ce que j'estime être le mieux pour tous, et c'est ce que justement je vais faire. »« Mais tu ne dois laisser personne sortir d'ici, » insista Blair d'un ton emphatique. « Tu ne peux pas. » « Écoute, j'en ai ras-le-bol de toute cette histoire, Blair. » Le directeur se contenait difficilement. « Je me retrouve avec 6 Norvégiens morts sur les bras, une station de recherche alliée détruite, une soucoupe volante brûlée, et, selon Fox, j'ai donné l'ordre de brûler la découverte scientifique du siècle. Et moi, comment crois-tu que je me sente? À présent, va te faire foutre !» Il s'écarta délibérément du biologiste et reprit sa conversation avec Macready. Blair sortit en silence, le visage curieux et brusquement soupçonneux. Et plus que cela, il était terrifié. Il faisait complètement nuit dehors. Les nuages avant-coureurs de la tempête prévue par Bennings obscurcissaient le ciel. On ne distinguait aucune étoile à travers les nuages amassés. Aucune aurore merveilleusement fantastique ne décorait les cieux de ces nuances délicates de pastel. On n'entendait rien à l'exception du vent et des particules de glace heurtant l'atoll ondulé. Une faible lueur lointaine transforma momentanément les bâtiments du camp en vagues fantômes. Il faisait délicieusement chaud dans la baraque de Macready. La lumière d'une ampoule nue tombait sur les pin-ups déshabillés et les affiches de voyage tapageuses. Le pilote, penché sur une table, plaçait soigneusement une minuscule vis sur le côté de son échiquier géant récemment réparé. En face de lui, sa compagne gonflable à l'opulente poitrine occupait l'autre chaise. C'était la partenaire idéale aux échecs. Calme, ne discutant jamais, elle ne risquait pas non plus de siffler sa réserve secrète d'alcool. Le sombrero qui pendait sur son dos la maintenait en place. De la musique hawaïenne aussi authentiquement polynésienne que les Volkswagen qui emboutteillaient Waikiki s'éleva mélodieusement de la stéréo. « Tout est installé, » dit-il à sa compagne. « Enfin, j'en avais marre du petit échiquier de la salle de jeu. » Il posa le tournevis, leva son verre et porta un toast avec un grand sourire. « À nous, ma chérie. » La poupée gonflable bougea légèrement sous l'effet de l'air pulsé du radiateur mural. Macready choqua son verre contre celui qu'il avait préparé pour elle et avala une grande rasade. Assis sur sa chaise, il mit l'échiquier en marche. Une lumière rouge près clignota dans un coin et il poussa un murmure satisfait. « Maintenant, donne-moi une chance, Esperanza, » dit-il à la poupée. « Rappelle-toi que je ne suis qu'un débutant et n'oublie pas ce qui s'est passé la dernière fois. » Il déplaça son premier pion. L'appareil répondit pour Esperanza dont les lèvres de baudruche ne pouvaient remuer. « La tour prend le fou sur D4. La tour prend le pion sur D2. La tour prend la dame sur D1. Échec et mat. Et mat. 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 Oh merde !»
Macready arrêta le jeu et souleva le panneau qui cachait le circuit complexe programmé. Un tournevis et plusieurs circuits imprimés s'entassèrent sur l'échiquier sans considération pour les pièces qu'ils renversèrent. Macready attrapa son verre et engloutit le reste du liquide ambré. « Excuse-moi, chérie, dit-il à la diva en plastique. Je sais que tu as fait de ton mieux. » Il regarda autour de lui. « On recommencera dans une minute. On va d'abord lubrifier ton serviteur et ensuite ce sera le tour de l'échiquier. » Il prit le seau à glace tout proche et plongea les doigts dedans. « On ne trouve jamais de glace ici, » murmura-t-il, inconsolable. Il se renversa sur sa chaise, puis se leva résigné et se dirigea vers la porte. Un petit pic à glace, du genre qu'affectionnait Norris pour le prélèvement d'échantillons importants, pendait à un crochet fixé au mur. Le pilote prit le pic et déverrouilla la porte. Il laissa le vent entrer quelques secondes avant de remettre la cale à sa place d'un coup de pied. 5 minutes dehors, la nuit dans l'Antarctique légèrement vêtue comme il l'était, et il courait le risque de se geler à mort. Mais il ne pensait sortir qu'une minute. Un grand bloc de glace dépassait de son abri. Il plaça le seau au-dessous et se mit à donner des petits coups de pic. Macready grommelait tout en travaillant et déjà la peau de sa nuque devenait insensible. « En ce moment, au Mexique et à Tahiti, ils ont de la glace. La glace leur sort par les oreilles. » Il redoubla d'efforts. La glace résistait. « Ah, Tahiti, » se dit-il en essayant de se réchauffer à ses souvenirs. Là, oui, on pouvait piloter un hélico, ce qu'il avait fait toute une année jusqu'à ce qu'une bagarre avec le propriétaire de la ligne touristique démolisse leur amitié et l'oblige à chercher du boulot ailleurs. Verte et chaude Tahiti, pas de serpents, pas de scorpions, beaucoup de nourriture délicieuse, de touristes heureuses en quête de compagnie masculine et de consolation. Uniquement les touristes, car les vaïnées locales étaient toutes soit mariées, soit fiancées, contrairement aux affirmations des brochures. Fleurs et chaleur toute l'année. Et hélas, les Français. Un bruit métallique interrompit sa rêverie. Il fronça les sourcils et se détourna du bloc de glace. Ses doigts devenaient légèrement insensibles aux extrémités, mais cela ne l'inquiéta pas. Il n'était pas dehors depuis suffisamment longtemps pour que cela portât conséquence. Il mit les morceaux de glace récoltés dans le seau et fit un pas vers la porte ouverte. Le bruit se répéta, celui du métal contre du métal. Curieux. Il fallait être un sacré idiot pour travailler dehors à cette heure-ci. Parfois, les loquets de la porte du bâtiment principal s'abîmaient si l'huile spéciale lubrifiante gelait ou si une fuite minait le fluide protecteur. Dans ce cas, une porte pouvait geler, ne plus s'ouvrir et coincer ainsi quiconque se trouvait dehors. Macready hésita. Il s'agissait probablement d'une panne du système électrique. Cela était arrivé plusieurs fois, mais cette sorte d'avarie se réparait presque toujours de l'intérieur, à l'abri du froid. Bien sûr, quelqu'un en avait peut-être eu marre des distractions de la salle de jeu et avait décidé de vérifier personnellement une expérience effectuée au dehors ou un appareil. Childs inspectait peut-être une machine ou bien Norris l'insomniaque, ses sismographes. Si la porte s'était complètement refermée sur l'un d'eux, il frappait peut-être afin d'attirer l'attention, et si les autres s'étaient retirés dans leur quartier ou dans la salle de jeu, le vent soufflait trop fort pour qu'on entendît taper à la porte. Merde! Juste au moment où tout allait bien marcher entre Esperanza et lui. Eh bien, il n'avait qu'à attendre un peu. Il entra dans son baraquement, ôta la cale et referma la porte. Il posa la glace à contre-cœur, se glissa dans ses vêtements de sortie et ingurgita une dernière gorgée d'alcool pour se réchauffer. Il referma soigneusement la porte derrière lui. Il s'aida des corps de repère et se dirigea vers le bâtiment principal. La neige recouvrait les planches du passage. Il perçut à nouveau le bruit à l'arrière du bâtiment principal. Il changea de direction, puis s'arrêta. Le bruit avait cessé. Il jura en silence. S'il s'était emmitouflé et dérangé pour rien. Il décrivit un cercle dans l'obscurité. Les vagues contours des 2 hélicoptères brillaient dans la lumière des lampadaires. Il eut une idée soudaine. Ce n'était pas forcément quelqu'un qui était à l'origine de ces claquements métalliques. Tandis que la tempête annoncée franchissait la barrière de Ross, il était possible que l'un des câbles retenant les hélicoptères se soit relâché. L'extrémité du câble, sous l'effet du vent, pouvait provoquer un bruit métallique intermittent identique à celui qu'il avait entendu. Il avait la responsabilité de ces oiseaux-là. Puisqu'il était habillé, il ferait bien de procéder à un rapide examen pour s'assurer que tout allait bien. Si un câble s'était détendu, il s'épargnerait pas mal d'ennuis en le réparant avant la tempête. Il changea encore de direction et emprunta un autre passage menant aux appareils. Tout semblait être en ordre, les câbles bourdonnaient doucement dans le vent. Il contournait d'un pas lourd l'hélicoptère le plus proche quand il remarqua que la porte du cockpit était entr'ouverte.
Bizarre et dangereux. Il s'approcha et l'ouvrit prudemment un peu plus. Le cockpit était désert. Bien sûr, idiot! Il attribua son anxiété à l'hystérie de Blair au cours de l'après-midi lors de la conversation avec Gary. C'était de la faute du biologiste qui avait mis tout le monde à cran. Gary avait raison. Une sacrée tête d'œuf. Il aurait mieux fait de garder ses spéculations les plus dingues pour lui. Il tâtonna à la recherche de sa lampe de poche, l'alluma et éclaira l'intérieur du cockpit. Le tableau de bord était sans dessus-dessous, endommagé à plusieurs endroits, cadrans et instruments démolis à coups de marteau. Des débris de plastique très résistants jonchaient le sol du cockpit comme de la neige olivâtre. Les deux directions étaient tordues, des câbles dénudés, complètement déchiquetés, étaient éparpillés un peu partout. Ces bouts de cuivre à nu rappelèrent désagréablement à Macready les tendons qui avaient ligoté les deux chiens. Sans pouvoir y croire, il promena le rayon de sa torche sur le désastre en essayant d'évaluer l'étendue des dommages. À cet instant, un autre bruit inattendu coupa court à ses estimations. L'explosion provenait d'un endroit proche du centre du camp. Bien qu'étouffé par le vent, il put quand même reconnaître la détonation d'un fusil. « Oh Seigneur !» se dit-il, « qu'est-ce qui se passe encore ?» Il abandonna la lampe de poche et l'hélicoptère, vérifia que la porte était bien verrouillée et regagna le bâtiment principal. Une fois à l'intérieur, il entendit des voix confuses et les cris des hommes à moitié réveillés. Dans le couloir, il faillit heurter Palmer et Bennings. « Mac, ça va ?» hurla son assistant. Palmer le dépassa sans attendre sa réponse, l'air beaucoup moins défoncé que d'habitude. Bennings ralentit et Macready les suivit. « Oui, ça va, mais que se passe-t-il, bordel? Il m'a semblé entendre un coup de fusil. »« C'est clair, » répondit Palmer alors qu'il courait dans le corridor. « Il est devenu fou. Il se trouve dans la salle des télécoms, ajouta Bennings. Il a pris un fusil. Il paraît qu'il a salement touché Sanders. » Tout en courant, Macready enleva parka, lunettes et gants. Des hommes aux regards tendus se tenaient de part et d'autre de l'entrée de la salle des transmissions. Macready ralentit. Il remarqua que personne ne se trouvait près de la porte ouverte. Gary se pencha et jeta un coup d'œil à l'intérieur. Une détonation assourdissante dans ce corridor étroit l'obligea à reculer. On entendit ensuite un bruit de plastique cassé. Le directeur de la station se mit à genoux. Cette fois, il put regarder dans la salle. Sanders gisait sur le plancher tout près. Il gémissait et se tenait la tête à deux mains. Du sang coulait. Blair, tendu, les yeux fixés sur le corridor, ne pouvait voir Gary. Le biologiste essayait de viser la porte, un petit pistolet dans une main. De l'autre, il tenait une hache d'incendie qu'il utilisait avec maladresse, mais efficacité pour détruire le matériel complexe de télécommunication. Gary sursauta à la vue des dégâts. Sanders ne semblait pas grièvement blessé, mais le ton de Blair ainsi que l'expression égarée de son visage convainquirent le directeur de la station qu'il serait prudent de ne faire aucun geste intempestif. « Si quelqu'un intervient, je le tue !» hurla Blair en direction du hall. L'ampli se mit à crépiter. « Personne ne va entrer ou sortir d'ici !» Macready s'adressa à ses compagnons. « J'ai entendu un bruit si bizarre que je suis allé voir dehors ce que c'était. Il a pas mal abîmé l'un des hélicos. Charles va vérifier l'autre appareil, le bulldozer. Peut-être pourrons-nous réparer l'un des hélicos, même s'ils sont tous les deux amochés. » Le gros mécanicien opina de la tête et s'éloigna rapidement. La hache s'abattit encore une fois sur la radio principale et réduisit ses pièces délicates en bouillie électronique. « Vous me croyez fou !» hurla Blair, le fusil pointé sur l'entrée. « Très bien. Vous pouvez penser ce que vous voulez. Vous ignorez la plupart de ce qui va se passer, mais je suis sûr que certains d'entre vous le savent très bien. » Un autre crissement inquiétant retentit dans le couloir. « La fenêtre de derrière, » suggéra Norris doucement. « Deux d'entre nous pourraient peut-être le surprendre. »« Ou peut-être pas, » répondit Macready en réfléchissant à toute vitesse. « C'est beaucoup trop dangereux. »« Je vous entends chuchoter, là-bas !» cria Blair. « Continuez si ça vous chante, mais pour l'amour du ciel, écoutez-moi ! Vous croyez que cette chose a envie de devenir un animal ? Des chiens ne peuvent parcourir près de 2000 kilomètres pour atteindre la mer, à cette époque de l'année et si loin à l'intérieur des terres. Elle ne peut copier ni les goélands blancs, ni les pingouins. Il n'y a rien, il ne reste que nous. Ne comprenez-vous pas ? La chose voulait devenir nous. » Il abattit une nouvelle fois la hache sur un appareil sophistiqué qui détruisit de manière irréparable. Une bouffée d'air froid précéda le retour de Childs. Tout essoufflé, il s'arrêta derrière Bennings, la barbe pleine de flocons. Il apportait une nouvelle déplaisante. « Il a démoli les deux hélicos et le boule. »« Le boule aussi ?» demanda Bennings incrédule.
Giles fit un signe de tête vigoureux. Je ne sais pas encore à quel point. Le bulldozer semble en meilleur état que les hélicos. Construction plus solide, mécanique plus simple. Je n'ai pas vérifié si la farfouille est sous le capot. Je me suis dit que je ferais mieux de rentrer vous aider. Il fit un geste du doigt. Bien sûr, en si peu de temps, la situation ne peut pas changer beaucoup. Macready vit le directeur de la station préparer son magnum. Gary, attends une minute. Celui-ci le regarda, prêt à tirer. T'as une idée, Mac? Le pilote jeta un coup d'œil à Norris. La boîte à fusible. Le géophysicien regarda Gary qui réfléchit brièvement et donna son accord d'un signe de tête. Norris s'éloigna rapidement. Macready prit la direction opposée. La salle de jeu était déserte. Il prit une des tables de bridge, en replia les pieds et revint rapidement près de la salle des télécoms. Blair continuait de parler sans s'adresser à quelqu'un en particulier et tout en agitant sa hache. « Vous ne comprenez pas. Si une cellule de cette chose se transmet à un porteur sain, elle contaminera tout ce qui est vivant sur la Terre. Rien ne pourra l'arrêter, rien. Tout ce dont elle a besoin, c'est d'un être vivant doté d'un cerveau qui fonctionne partiellement. Un oiseau, une souris, n'importe quoi. Bien sûr, elle préférerait un homme. De beaucoup, c'est bien plus efficace. » Un rire nerveux le secoua. « Et cette chose est vraiment très efficace. » Macready plaça la table à hauteur de sa taille, s'approcha de la porte et essaya de se faire persuasif. « Blair, c'est moi, Macready. Écoute, tu as peut-être raison. Nous ne te comprenons sans doute pas, mais tu dois te rappeler que nous ne sommes pas tous des savants. Aussi, tu dois essayer de nous expliquer tout ça. Mais pas de cette manière, tu dois nous parler carrément face à face. Comment veux-tu que nous agissions de manière sensée si tu n'en fais pas autant ?» Il serra plus étroitement la table contre lui. « Je ne suis pas armé, Blair, et je vais entrer. »« Non, ne fais pas ça !» s'écria le biologiste avec un accent de pure terreur. « Personne ne va entrer. Je n'ai confiance en aucun de vous. » Macready était en train de compter les secondes. Norris devait avoir atteint les compteurs électriques. Comme le chef avait toujours son magnum, cela signifiait que Blair n'avait comme arme que l'une des deux carabines 22 de faible portée. La table n'arrêterait pas une balle de calibre 22, mais la ralentirait ou la ferait dévier. De plus, la table constamment en mouvement serait une cible facile. « Si tu as raison, » dit Macready depuis la porte, « nous allons être collés tous ensemble. »« Collés tous ensemble ?» répéta Blair. « Elle est bien bonne, Mac. Très drôle. Collés tous ensemble, bien sûr, comme les chiens. Tu te rappelles les chiens, Mac ?» Sa voix se fit menaçante. « J'ai pas l'intention de finir ainsi. » Les lumières s'éteignirent. Macready se pencha et chargea dans la pièce brusquement plongée dans l'obscurité au moment où l'arme de Bennings partait. Une seconde avant que les ténèbres n'aient envahi la base, Macready avait repéré l'endroit où se tenait le biologiste. Debout, l'air provoquant devant une console de télécom détruite, le fusil dans une main, la hache d'incendie dans l'autre. Puis la table heurta quelque chose de dur et de mobile qui tomba avec Macready. Celui-ci lança sa main droite en avant tandis que la gauche tâtonnait. Il frappa à l'aveuglette et entendit un grognement de douleur. Sa main gauche remonta le long de son bras droit et toucha un objet métallique. Mais à ce moment, les 6 autres hommes l'aidèrent et se jetèrent sur le biologiste qui hurlait comme un fou. Macready, Fuchs et le docteur Copper escortèrent Blair en le traînant à moitié vers la baraque à outils à près de 75 mètres du bâtiment principal. Blair se laissa faire sans offrir de résistance et sans leur causer le moindre ennui. Les nuages formaient une masse compacte qui cachait toutes les étoiles. Apparemment, les pronostics de Bennings allaient se réaliser. Le vent n'avait pas beaucoup augmenté, mais l'air s'était sensiblement rafraîchi. Bientôt, il leur faudrait porter des masques, en plus des lunettes, quand ils sortiraient. La baraque, plus grande que celle de Macready, possédait 2 fenêtres à triple vitre comme celle du bâtiment principal. Charles avait mis en marche un peu plus tôt un radiateur électrique portatif et la température de la pièce était agréable. L'établi ne servirait pas pendant un certain temps, tant que Blair occuperait la pièce. Fuchs et Macready installèrent le biologiste sur le petit lit de camp. Blair semblait plus abasourdi par ce qu'il avait fait qu'aucun de ses compagnons. Copper l'aida à ôter ses vêtements. Sans parka, gants ou veste, le biologiste n'essaierait pas de sortir. Ensuite, Copper retroussa la manche de chemise de Blair et lui frotta le bras avec un désinfectant. Blair ne protesta que lorsque le sédatif pénétra dans sa veine. Le docteur retira l'aiguille, désinfecta à nouveau et remit la seringue dans son étui. Il saisit le poignet de Blair qui cligna des yeux. « Pourquoi suis-je ici »
C'est dans ton propre intérêt, Blair, dit Cooper gravement, les yeux fixés sur sa montre. Et surtout dans le nôtre, ajouta Macready pour faire bonne mesure. Cooper finit de prendre le pouls de Blair et se prépara à sortir, suivi de Fux. Macready s'arrêta à la porte. « Tu as envie d'un plat particulier pour ton dîner ?» Blair, assis l'air morose sur le lit de camp, ne répondit pas et ne regarda même pas le pilote. Il resta les yeux fixés au loin. Macready haussa les épaules, referma soigneusement la porte derrière lui à double tour et vérifia que la grosse serrure était bien verrouillée. Cooper avait déjà emprunté le passage conduisant au bâtiment central. Fux rejoignit Macready sous le porche de la baraque. Il ramassa l'une des planches qu'ils avaient prises avec eux et entreprit de barricader la première fenêtre. Quelques petits outils restaient à l'intérieur. Blair pouvait les utiliser pour casser les vitres, mais pas contre des planches solidement clouées. Étant donné l'état d'esprit du biologiste, on concevait qu'il puisse essayer de sortir, malgré l'absence de vêtements chauds. Les planches permettraient de le garder à l'abri. « Laisse une petite ouverture pour qu'il puisse voir au dehors, » ordonna Macready à Fux. « Il ne doit pas se sentir cloîtré. Il est suffisamment parano comme ça. De plus, il ne savait probablement pas ce qu'il faisait. »« On parie ?» proposa Fux en enfonçant un clou dans le fin métal et le cadre en bois. « Raconte ça, Sanders. »« Tu sais très bien ce que je veux dire, » répondit Macready. Blair regarda brusquement d'un œil vague et trouble la fenêtre. Macready posa son marteau et leva la voix pour que Blair puisse l'entendre. « Comment te sens-tu? Mieux? Ne m'en veux pas. Je n'ai fait que mon boulot. Je ne voulais pas te frapper si fort. Mais tu sais comment ça se passe. Difficile d'être poli quand on braque un fusil sur toi. Cooper dit que tu te sentiras mieux dans peu de temps. Il pense que tu as subi une trop grande tension. Personne ne te reproche tes actes. Pas moi, du moins. N'importe qui peut devenir méchant ici dans des conditions normales. À force de fureter partout à cause de cette chose inconnue, on finit par perdre les pédales. » Ils entendirent à peine la réponse de Blair. « Je ne sais pas à qui me fier, Mac, » dit-il au bord des larmes. « Je te comprends, Blair. » Macready s'efforça d'être plein d'entrain. « Il est difficile de faire confiance à quelqu'un de nos jours, et seulement foi en Dieu. » Il y eut un silence. Mac allait s'attaquer à la seconde fenêtre quand le chuchotement anxieux de Blair lui parvint. « Surveille Clark !» Macready hésita. « Quoi ?»« Clark ! Surveille-le étroitement !» À travers la vitre embuée, Macready vit le biologiste regarder furtivement à droite et à gauche comme s'il avait peur d'être entendu. « Demande-lui pourquoi il n'a pas enfermé tout de suite le chien dans le chenil. » Le visage de Blair disparut. « Hé, Blair !» appela Macready. « Que diable veux-tu dire, Blair ?» Mais malgré tous ses efforts, le pilote ne put convaincre le biologiste d'en dire davantage.